Bonjour, je ne me présente pas, ça a été fait ce matin. Je vais vous parler en tant que praticien, dans la continuité de mon collègue maître d'œuvre, des missions auxquelles nous participons sur l'espace public parisien. Je pense que c'est un sujet sensible et qui nous prend beaucoup de temps. On y travaille d'ailleurs avec nos collègues architectes voyers de la ville de Paris. C'est une particularité, une spécificité locale d'avoir des architectes voyers, c'est-à-dire des interlocuteurs avec lesquels on parle à peu près la même langue, et c'est plutôt pas mal parce qu'il n'y a pas beaucoup de villes qui ont cet avantage. Quand je suis arrivé le 18 ou 19 septembre 2013, le préfet de Paris, Bertrand Munch, originaire d'Alsace, ça a aidé. Je venais de Strasbourg et avec un certain décalage horaire, je me retrouvais le soir donc à Paris dans son bureau, me disait « Monsieur Wentrup, vous êtes à Paris, il va falloir apprendre à partager le pouvoir ». Je me suis dit « Ouh là là, je ne sais pas ce que ça signifie, mais ce que ça signifie, c'est qu'à Paris, on ne travaille pas tout à fait quand on est architecte urbaniste de l'État ABF de la même façon que partout ailleurs ». Je l'ai compris dans les années qui ont suivi, ça fait 3 ans et demi. Et j'ai compris aussi que l'espace public parisien était régi par un certain nombre de règles dont je vous ferai grâce, puisque Julia Gärtner-Negrin a ce matin très bien défini toute la série de lois qui ont abouti aujourd'hui à la loi LCAP. Vous dire simplement qu'on est sur un territoire extrêmement... alors, je vais juste baisser mon siège parce que je suis beaucoup trop... Voilà. Je me disais bien que j'étais pas bien. Un territoire très protégé, puisque c'est 93,5% du territoire parisien qui est en espace protégé, c'est énorme. En général, vous n'avez pas une commune qui dépasse les 30% lorsqu'on ajoute son secteur sauvegardé, ses abords, ses sites. Ici, on est sur un territoire, comme le montre la carte, à une échelle métropolitaine, voire régionale, et c'est volontaire, sur ces fameux 2000 abords de monuments historiques, puisque rien que dans Paris, intramuros, nous en avons 2000, c'est énorme là aussi, et un site inscrit et des sites classés, notamment les bois de Boulogne et les bois de Vincennes, qui regroupent à peu près 65% du territoire du ban communal parisien. On est donc sur une spécificité où vous avez en gros toujours un ABF caché derrière un arbre pour émettre un avis, qu'il s'agisse de permis de construire, de déclaration préalable, d'enseigne, je vous en passe des meilleurs. Paris, cette ville à la dimension métropolitaine, c'est une ville qui ne nous appartient pas à nous, Parisiens. Je ne me mets pas dans le lot des Parisiens, mais je pense qu'elle n'appartient pas à Paris, elle appartient d'abord à la France, et elle appartient à l'international, puisque c'est vraiment une image collective que nous avons tous et qui est définie notamment par son service public bien entendu, son domaine public, le lapsus n'était pas volontaire, donc par son domaine public qui participe totalement d'un paysage parisien, et d'ailleurs, peut-on dire d'un paysage métropolitain, puisque la question reste posée, en tout cas c'est celle qui est actuellement posée à l'heure où la métropole du Grand Paris s'inscrit et où nous, ABF, nous constituons dans un service métropolitain de l'architecture et du patrimoine avec une fusion des 4 services départementaux, 92, 93, 94 et Paris. Je pense que quand on nous montre une image de Paris en noir et blanc, on sait assez rapidement, en tout cas dans les arrondissements à un chiffre, comme on a l'habitude de le dire, du 1er au 9, qu'on est à Paris, ces images à la Douaneau qui, en l'occurrence, sont régies notamment par le mobilier urbain. Alors, je vais passer très rapidement, d'ailleurs je ne vais pas vous parler, puisque je sais que mes petits camarades le faisaient, sur les sols. Je vais vous parler de tout ce qui accompagne cette dimension de l'espace public. Puis on ira assez vite d'ailleurs vers le paysage parisien, voire le paysage métropolitain. Alors, presque au hasard, tout près de chez moi, place de la Bastille, vous avez là 3 mobiliers urbains. 3 mobiliers urbains dont on peut imaginer qu'ils dialoguent ou pas. Vous avez, rien que sur une image, plein de problématiques. La première, c'est celle du renouvellement des concessions des colonnes Maurice. Colonnes Maurice qui arrivent en fin de vie et dont la ville de Paris s'interroge sur le renouvellement.
C'est pour moi quelque chose qui appartient totalement à la ville de Paris et sur lequel on pourrait s'interroger si elle venait à disparaître. Je crois que c'est vraiment dans l'inconscient collectif parisien un des éléments phares. Évidemment, le mobilier parisien, le mobilier luminaire, qu'on va retrouver d'ailleurs ailleurs, qui n'est pas spécifique, là pour le coup, à une écriture, mais qui, selon les quartiers et selon les secteurs, a une écriture bien spécifique. Le rapport d'échelle avec un équipement urbain beaucoup plus récent, qui est celui de la Sanisette Decaux, connue, qui fait d'ailleurs l'objet de renouvellement avec un nouveau design, mais assez proche par Patrick Join, et ces rapports d'échelle où je pense que là, on aurait pu peut-être réfléchir à ne pas avoir forcément une concomitance ou une relation si proche entre ces deux mobiliers, voire ces trois mobiliers, où je trouve qu'on aurait peut-être pu réfléchir à une composition. C'est évidemment ces fameuses entrées de métro, qu'il soit de Guimard, qu'il soit dans l'héritage des deux grandes familles d'écriture parisienne du métropolitain. Vous voyez que là aussi c'est intéressant de parler de métropole du Grand Paris quand le métropolitain l'était dès l'origine. Alors, les kiosques à journaux, on en parlait, je vous avais promis de vous faire réponse, bien que c'est à la main de la ville de Paris, on y participe. Ces fameux kiosques à journaux, à l'origine dessinés par Daviou, qui ne sont plus de Daviou, ce sont des copies. Alors, je ne parlerai pas comme mon collègue Benjamin de pastiche, puisque je pense que c'est simplement une copie. Alors, certes, les matériaux ont un peu évolué, puisque on est sur un mixte composite et métal, mais là, le dessin a été repris assez fidèlement. On le voit dans la concomitance avec la colonne de Juillet à Bastille, où effectivement la perception du mobilier parisien est directe. Alors, petite anecdote, vous voyez que souvent il y a un journal qui s'appelle Le Parisien qui est toujours assez bien affiché dès lors qu'on ouvre le kiosque parisien. Il s'agit donc du kiosque du Parisien, à défaut d'être le kiosque Le Parisien, en tout cas du modèle, pour moi, totalement parisien. Alors, n'oublions pas que dans les années 70-80, on a eu un autre modèle de kiosque qui a fait débat, j'imagine, en tout cas qui ne fait pas l'unanimité aujourd'hui, dont tout le monde ne regrettera pas forcément la disparition demain, mais qui participe aussi quelque part de cette habitude que nous avons, dans cet inconscient collectif. Quand c'est pas un Daviou, eh bien c'est un kiosque comme nous l'avons appelé, nous, entre architecture et Isolita, le kiosque à aiguilles, parce que vous voyez, avec ces petites aiguilles métalliques, c'est ce qui en fait l'image. Alors, ces deux kiosques qui vont disparaître effectivement prochainement au profit d'un nouveau kiosque qui a été dessiné par Nathalie Crasset, qui a été largement revu et corrigé avec la ville de Paris, du fait effectivement de la polémique soulevée sur le nouveau design, sur le nouveau dessin. À décharge de la ville, je dirais que ces kiosques sont extrêmement difficiles à manipuler. C'est-à-dire que l'ouverture et la fermeture demandent un temps fou, puisqu'il faut tout déployer, et ce sont des systèmes assez complexes. Les nouveaux kiosques permettront effectivement d'être beaucoup plus facilement, dont l'ouverture et la fermeture sera beaucoup plus facile. Et finalement, on ne sera pas si éloigné, je pense, de cette image-là. Alors, je n'ai pas d'image parce que c'est en cours et c'est encore pseudo-confidentiel, mais je vous inviterai simplement à aller dans le 14e, voir le premier kiosque qui sert de prototype et qui s'est ouvert lundi de la semaine dernière. Voilà. Alors, il y a une question sur la couleur de ces nouveaux kiosques, dont un certain nombre de maires d'arrondissement ont demandé qu'il soit vert foncé, c'est-à-dire dans l'image du kiosque parisien. Ce à quoi j'ai dit clairement que c'était une erreur, puisque si on voulait effectivement passer à autre chose et être dans ce qui était annoncé comme une sorte de modernité, des couleurs comme le gris marron qui s'approche d'ailleurs du nouveau mobilier Decaux, qu'il s'agisse des sucettes Decaux ou des autres mobiliers. On a déjà d'ailleurs vu beaucoup sur les Vélib et les Autolib. Je pense que là, la continuité de la couleur est une erreur, mais c'est un détail peut-être dans l'histoire. Autre kiosque, celui de Lulu dans ma rue. Alors Lulu dans ma rue, ça nous est arrivé il n'y a pas très longtemps. Là, il y en a un rue Saint-Antoine. Il est prévu qu'il y ait au moins un Lulu dans ma rue dans chaque arrondissement. Alors je trouve
assez intéressant l'histoire, c'est la retranscription d'un usage à caractère privé, c'est-à-dire celui de votre concierge, ou plutôt de votre ancienne concierge, puisqu'il y a moins en moins de concierges. Donc on va aller trouver sur le domaine public un usage à caractère privé, c'est-à-dire celui qui va permettre à tout un chacun, et les habitants du quartier en général, d'aller trouver la femme de ménage, la femme de repassage, le monsieur qui bricole, le monsieur qui déménage. Donc c'est assez intéressant. La question que je pose, c'est: cette transcription sur le domaine public a-t-elle un sens sur le domaine public? Ce sont des vraies questions qui nous renvoient à la notion d'usage. Je pense que l'évolution de l'occupation du domaine public aujourd'hui est vraiment une question liée aux usages. On va y revenir. Alors, sur ces usages, il y a évidemment ceux des vélos. Vous savez que l'histoire, c'est quand même de réduire la voiture dans Paris. C'est en tout cas la volonté de Madame la maire de Paris. Et à travers ces usages de roues, notamment la bicyclette, il y a la bicyclette que vous prenez chez vous, que vous ramenez peut-être dans votre garage si vous en avez un, ou en tout cas dans votre cour, ce qui n'est pas forcément facile, avec l'idée de se faire voler son vélo au moins une fois sur deux. Et donc, il y a ces fameux Vélib qui ont fait école dans toute la France. À Strasbourg, nous avons Vélhop. C'est pas sans doute ce qu'on a fait de mieux, mais en tout cas, ça a fait école. Alors, c'est sans doute très intéressant, mais remarquez sur cette photo je dirais la continuité de cette barrière qui n'est pas toujours franchissable. C'est-à-dire qu'on crée, à défaut, ou avec en tout cas l'argument de dégager la voie, celle des véhicules à 2 roues à minima, de créer des doubles voies à véhicules, à 4 voies à 4 roues, de créer des voies pour des véhicules à 2 roues, avec quand même donc là la double piste cyclable, et puis de chaque côté, vous avez soit la possibilité d'inscrire votre vélo et de l'attacher, soit de prendre le Vélib. Ce sont, je pense quand même, des barrières de franchissement qui ne sont pas, je dirais, sur lesquelles on peut aussi s'interroger en termes d'occupation et de barrières linéaires. C'est encore plus vrai quand on y rajoute les longues files de motos et de roues motocyclées qui, le long de cette voie, par exemple, dans la continuité on vient juste là de la rue Saint-Antoine, marque un franchissement. Et j'ai essayé de traverser, même en étant un peu grand et pas très épais, c'est pas facile. Alors, sur ces usages, il y a des nouveaux usages qui apparaissent. Ce sont notamment les bornes fontaines. Donc ces bornes fontaines au look un peu de décapsuleur qui peut-être interrogent sur leur design et au-delà de leur design sur leur implantation et sur les réseaux, parce que qui dit effectivement fontaine dit à chaque fois, vous voyez, la grande rustine au sol qui est finalement obligatoire quand on a tout ouvert pour mettre les réseaux, on intervient forcément sur le sol et de façon qui n'est pas anecdotique. On passe à autre chose qui est la récupération d'un mobilier urbain transposé sur un domaine public avec un usage qui n'est pas celui de l'usage d'origine. Je veux dire par là les fameux bancs troncs d'arbres taillés qu'on est allé chercher sur les berges de Seine et qu'on va aller poser sur la place de l'Hôtel de Ville en hiver, parce qu'ils prennent leur quartier d'hiver. Voilà, donc c'est-à-dire dans la nuit, ils ont dû bouger comme ça tout seul jusqu'à la place de l'Hôtel de Ville. Mais je pense que, personnellement, je parle d'ineptie parce qu'on est vraiment sur un mobilier qui a été pensé, dessiné pour les berges de Seine, premier scénario, c'est-à-dire acte 1, c'est-à-dire la rive gauche, et qui, à mon sens, n'ont rien à faire là. C'est pas catastrophique non plus, mais quand on ajoute cela à toute la sécurisation aujourd'hui des barrières ERAS ou des barrières Vauban, on peut s'interroger sur à la fois l'incongruité de l'implantation et l'incongruité du dessin qui, à mon sens, n'a rien
d'un mobilier urbain, en tout cas pas d'un mobilier lié à une place, puisque les places ont une codification. On a vu tout à l'heure avec l'architecte une place qui est définie par un rôle central, c'est-à-dire celui de l'écrin d'une statue ou d'un phénomène monumental au centre. Ça fait partie d'une certaine catégorie de places. Ici, on est sur quelque chose de dégagé, libéré, avec de superbes candélabres. Il y a souvent d'ailleurs ce kiosque de manège sur le côté, mais je pense que si on avait voulu y trouver des bancs adaptés, on aurait pu penser à une autre écriture. On passe sur la question du renouvellement des abribus qui participent directement du mobilier urbain. J'avais été séduit il y a 3 ans lorsqu'on nous avait présenté le premier projet, c'est Marc Aurel qui a fait ce projet, par le rappel, le renvoi à cette architecture, je dirais, de Guimard, avec cette forme de feuilles plates, dessinées, qui, avec une sorte de chapiteau un peu contemporain, pouvait être renvoyé à cette image parisienne. J'avoue que j'ai été un peu déçu par la mise en place et la fragilité, je dirais, la fragilité de ces abris qui ont succédé à des abribus qui, dans le temps, revêtaient un caractère finalement assez intemporel par Foster et qui était quand même extrêmement intéressant. Donc là, une certaine fragilité. Si on reste sur l'usage, vous remarquerez la multiplicité des usages et notamment la promiscuité directe avec la station de taxi et le taxi qui prend place du bus. En attendant que le bus arrive, on ne sait jamais, il y aura peut-être un client pour le taxi et donc là on est quand même sur un espace partagé qui peut interroger sur je dirais, le rassemblement, puisqu'on a le kiosque à journaux juste derrière, un manège à journaux derrière, la station de métro et une statue un peu plus loin. Donc, je dirais, beaucoup de choses sur un espace public très rempli. Et je voudrais rappeler la citation célèbre de Bernard ce matin, que j'ai beaucoup aimé. L'espace public, Bernard Landau, que je cite, l'espace public, c'est comme la chambre des enfants, il faut ranger de temps en temps pour éviter que cela s'accumule. Et c'est d'autant plus vrai ici. Ce sera une phrase célèbre bientôt, puisque je la ressortirai partout. Alors, un exemple réussi avec nos collègues de la ville de Paris, parce qu'il y a aussi plein d'exemples réussis, et je ne voudrais pas être celui qui dénonce uniquement. C'est un nouveau programme, là aussi, des voitures électriques. Alors, on sort d'Autolib, etc., et vous allez pouvoir recharger votre voiture sur le domaine public. Et ça, c'est le résultat d'un travail conjoint avec certains de nos collègues, je vois notamment Laurence ici, sur le fait qu'on est arrivé à réduire, et vous voyez sur le côté droit de la dia, quelque chose qui était beaucoup plus grand, large, long, et qui était regroupé. Et finalement, on a divisé en 3 avec cette espèce de relais que vous voyez sur la diapo de l'image en haut, à gauche, en réduisant, et ça a été pas une mince affaire, la hauteur à moins d'1,70 m pour effectivement rendre la chose plus absorbable par le domaine public. Alors, un autre exemple, c'est celui des stations relais où vous allez réserver votre voiture. Cette forme, finalement, de bulle automobile pour tenter de passer inaperçu, et je pense que mon prédécesseur n'y était pas étranger, m'interroge. J'aurais sans doute pas fait mieux, hein, mais ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, ça interroge, et ce sont quand même en plus des espaces qui sont généralement fort dégradés, squattés. Voilà, je pense que cet impact fort-là peut nous faire réfléchir sur les expériences futures dans les actes 2 et acte 3 qu'on nous annonce sur ces concessions. Alors, là, j'ai 2 collègues qui vont me tuer littéralement. Voilà ce que j'ai reçu sur mon bureau il y a quelques mois. C'est le nouveau projet de l'avenue des Champs-Élysées avec une volonté clairement affichée d'une piste cyclable au centre. Alors, je vous rassure, on y a travaillé ensemble avec nos collègues architectes voyers. Cette image n'est plus totalement d'actualité, mais je reste vigilant sur le fait qu'effectivement, la question, et là vous voyez qu'effectivement on a un impact fort
très fort. Moi, j'ai été très choqué. J'ai parlé d'axe de la monarchie républicaine, pour reprendre la citation de notre préfète Sophie Broca, préfète secrétaire générale de Paris, en disant que je ne voyais pas comment c'était possible et compatible avec les usages de la République aujourd'hui d'avoir un chef de l'État qui descend cette avenue, d'avoir des défilés militaires, d'avoir des gens en armes et des chevaux au moment des défilés, d'avoir la réception des chefs d'État étrangers, etc., sur quelque chose d'aussi marqué. Alors, c'est l'exemple type de projet avec lesquels on travaille avec le service de Laurence et de Benjamin, à essayer de travailler sur quelque chose qui sera moins perceptible dans sa bande centrale, à savoir que on appelle ça des pavés à tête propre, c'est-à-dire des choses qui sont où le pavé est retranscrit sur un revêtement qui permet quand même aux cyclistes de ne pas forcément tressaillir et tressauter tout le long de la promenade à vélo et de rendre la chose un peu plus plane. Il y a évidemment toutes les questions de signalétique, les questions des bandes blanches qui en fait sont des ressorts sur le domaine public sur lesquels on va s'attacher à être le plus bas possible. La question, évidemment, alors que de l'autre côté de l'Arc de Triomphe, on a des bandes latérales, la difficulté, je le reconnais et je le reconnais à mes collègues architectes voyers, c'est qu'effectivement les usages latéraux ne permettent assez difficilement l'installation de 2 pistes cyclables latérales, ce qui a poussé effectivement la ville à nous demander de l'avoir en position centrale. C'est un débat qui n'est pas fini et qui regroupe à la fois la préfecture de police, vous l'imaginez, nos services, les inspecteurs des sites, puisque sur la partie première que vous voyez, on est en site classé du champ des Champs-Élysées. Et voilà, et puis aussi le gouverneur militaire pour les questions de défilé, et j'en oublie. J'oublie un acteur, mais c'est pas très grave. En tout cas, c'est un vrai débat, voilà, comme on sait les avoir à Paris, sur des dimensions parisiennes, métropolitaines, nationales et internationales, puisqu'évidemment, c'est quand même ce que les touristes vont voir en premier. Alors, si on quitte un peu le sol et ses usages et les choses qui, effectivement, ponctuent le sol, on va prendre un petit peu de hauteur, si j'ose dire, et parler de paysages urbains plus que de domaine public strictement au sens strict du terme. Voilà un exemple de percement d'un mur goutreau qui était complètement fermé et sur lequel il y a aujourd'hui à la fois des ouvertures et une recomposition de façade. C'est quelque chose effectivement qu'on va retrouver de façon récurrente dans Paris et un cas un peu unique ici de modification de la perception d'un délaissé d'espace public ou en tout cas d'un axe qui aura été construit avec effectivement un immeuble qui aura été dans un premier temps qui aura été complètement fermé de façon latérale et qu'on va retranscrire sur une façade, c'est-à-dire une façade urbaine. Hein. Donc là, on recrée un espace public. Et puis, au pied des immeubles, bien vous l'avez remarqué, on est à Paris, les fameuses terrasses dans lesquelles on va prendre son café et ses croissants propres et chers aux touristes. On est ici sur la place du marché Sainte-Catherine, très fréquentée aux limites du Marais par les touristes, et qui nous pose bien des soucis, puisque on est sur une notion de concession. Alors, qui dit concession dit espace réversible, non attribué de façon définitive, avec des concessions à l'année, renouvelées, et qui échappe un peu d'ailleurs à notre vigilance, puisque ce ne sont pas des déclarations préalables, c'est un point d'achoppement fort avec la direction de l'urbanisme, même si on est sur le domaine public, et c'est justement parce qu'on est sur le domaine public qu'on ne peut pas contractualiser la chose, je dirais, comme une terrasse fermée ou comme quelque chose dit définitif. Et vous voyez de surcroît la magnifique bande de planches en bois pour bien matérialiser qu'on est chez soi et cette notion de privatisation de l'espace public sur la terrasse avec son store rouge. Pour votre information, on a adressé procès-verbal il y a 15 jours sur les 6 terrasses. Voilà, donc ça fait partie aussi de notre métier, c'est qu'il y a du code pénal aussi, il faut la carotte, il faut parfois le bâton. Donc on attend
l'aller-retour. Il y a aussi le phénomène des contre-terrasses. Vous savez que quand la terrasse ne suffit pas, on va créer une contre-terrasse sur le domaine public, obérant la place. Ici, on est juste au pied des troncs d'arbres, qui sera en général chauffé, fermé. Donc on est pratiquement sur quelque chose qui est un rez-de-chaussée fermé sur une occupation de domaine public, qui peut aussi interroger sur l'impact, même si sur l'écriture architecturale ici, c'est pas inintéressant. Je voudrais dire un mot aussi de quelque chose qui va impacter, je dirais, au-delà du sol et du domaine public, le paysage public, le paysage parisien. C'est celui des surélévations. Alors, comment ça marche? Ça marche comme ça marchait ici, par exemple, au BHV. C'est pas nouveau. Vous voyez que cette surélévation qui existe déjà depuis de nombreuses années est assez caractéristique. Vous prenez deux immeubles, vous en prenez un, vous enlevez son toit un peu classique. Quand il n'est pas à la mansarde, il est en attique où on a tout le catalogue. Et puis, on le monte comme ça de plusieurs niveaux. Et c'est évidemment aujourd'hui quelque chose qui nous interroge, puisque ce sont des projets que l'on voit arriver depuis 2 ans et demi, fruit de la loi Allure sur l'urbanisme renouvelé, qui a été traduit dans le document d'urbanisme parisien, à savoir le PLU, par la suppression du COS, du coefficient d'occupation des sols, qui va permettre, en gros, de façon théorique, à tous les immeubles d'être surélevés. Ça veut dire que, quelque part, on va en modifier fortement l'appréhension avec la potentielle ligne, je dirais, continue du skyline qui sera différent. Un exemple ici, entre deux héberges, vous avez un immeuble un peu plus bas que ses voisins. Question: peut-on surélever? À la question, la BF a répondu non dans un premier temps. Et là, vous remarquez une chose, c'est qu'il n'y a pas véritablement d'écriture de toiture. Contrario d'un immeuble assez proche, qui lui a une écriture voilà, tout à fait claire et formelle, sur laquelle il n'y a pas de projet de surélévation, je rassure quelques-uns, mais qui aurait pu. Alors, en l'occurrence, je crois que ici, c'est un consulat ou une ambassade. Et au regard de ce fameux projet qui n'avait pas de toiture, eh bien, on s'est retrouvé à s'interroger, et je vais assez rapidement, puisqu'on est aux limites de l'exercice, sur effectivement la modification du paysage parisien, avec cet exemple-ci, et des écritures qui modifient littéralement la perception du paysage parisien, parce que je pense qu'on ne peut pas s'arrêter à la définition, même si effectivement c'est très intéressant, et c'est le sujet du jour, de réfléchir au traitement du mobilier, du sol, etc. On l'a beaucoup dit aujourd'hui, donc je ne reviendrai pas dessus, mais sur des écritures dites haussmanniennes, faubouriennes, pré-haussmanniennes, post-haussmanniennes, tout ce qu'on peut imaginer dans Paris selon l'arrondissement dans lequel on se situe, et qui forcément interrogent sur la modification du skyline, alors avec des modifications diverses et variées, comme ici par exemple, où on travaille beaucoup avec les architectes qui ne manquent pas d'imagination, et nous non plus. Ça peut donner cela, pour revenir à l'exemple préalable. Alors, vous voyez que cette photo aérienne prise d'avion ou de clone ou de drone, pardon, je ne sais pas, donc qui effectivement nous montre une vue des toits de Paris, ces fameux célèbres toits de Paris, qui effectivement interrogent avec un potentiel demande de protection à l'UNESCO. Ça, c'est un peu la réponse du berger à la bergère sur effectivement ces potentialités de surélévation un peu partout. C'était la maire du 9e qui l'avait lancé. Interroge effectivement quand, à quelques mètres de là, vous avez déjà des interventions fortes, vous voyez un petit peu au nord-est de la photo, des choses qui sont déjà réalisées. Alors, des questions aussi sur, on revient à l'écriture architecturale, l'écriture parisienne, de cet immeuble très dans son jus, très classique. On est ici dans le 17e arrondissement, avec une mairie d'arrondissement totalement opposée à sa surélévation, et donc qui s'inscrit quand même dans une logique déjà quelque peu modifiée. Vous voyez, ça marche souvent par séquence, et vous voyez que la séquence de droite nous montre une architecture très différente. On revient ici, donc vous l'avez dans la rue, et vous l'avez aujourd'hui avec la proposition de l'architecte de surélever fortement, et d'ailleurs bien davantage
que les héberges et les rives de toit de ces congénères mitoyens. Alors on y travaille, on essaye de faire redescendre la chose, on travaille aussi sur le sens qu'on peut donner à d'autres formes d'ouverture, comme ici. On essaye de faire redescendre, on essaye de réfléchir à des choses peut-être en zinc à joint debout. Ça peut donner ça aussi avec des toits qui sont légèrement carénés. Voilà, donc c'est un projet qui est en cours, qui semblerait d'ailleurs plutôt pas approuvé, mais c'est même plutôt la ville de Paris qui, là, ne l'approuverait pas. Mais juste en un mot, gardons à l'esprit que la notion de surélévation a un impact fort sur le paysage parisien et risque de transformer demain véritablement cette silhouette et ce skyline. Alors, on passe à un autre sujet qui intéresse directement le paysage parisien, c'est la végétalisation voulue aujourd'hui par la municipalité, par l'équipe actuelle. Alors, végétalisation, c'est pas nouveau, elle existait déjà. Vous voyez, la vigne vierge, c'est quelque chose qu'on connaît tous depuis très longtemps, qu'on voit peut-être plus à la campagne qu'à Paris. Ici, on est dans le Marais. C'est vrai que tous les immeubles n'ont pas ce taux de végétalisation là, mais ce que je veux dire simplement, c'est que la végétalisation dans Paris, ça peut être ça. C'est souvent l'arbre, parce que la plate-bande et la plateforme enherbée à Paris, je pense qu'elle n'a pas sa place. Je pense que l'arbre, lui, a totalement sa place. C'est la volonté d'ajouter beaucoup d'arbres dans Paris par l'équipe actuelle me semble une très bonne idée et sans doute justifiée. Après, je vous passe le débat de avenue ou boulevard, planté ou pas planté. Je pense qu'aujourd'hui, on est sur des choses qui doivent évoluer. Alors, la végétalisation aujourd'hui, c'est quand même ça. C'est la célèbre tomate de Paris demain. Après le champignon de Paris, on va avoir la tomate. Je le dis avec humour, mais je pense que la notion d'agriculture urbaine est quelque chose qui commence à être une réalité dans Paris, une réalité qui, effectivement, donne des projets sur tous les toits qui sont compatibles, je dirais, avec cette agriculture urbaine. On va avoir véritablement là des projets. Les pariculteurs, 42 projets qui sont en cours. Donc c'est quand même intéressant, si on revient un tout petit peu en arrière, de se dire que là, c'est le végétal du sol qui est en train de monter sur les toits. Dans une ville qui est quand même, dont la répartition minérale végétale a toujours été extrêmement forte. Pourquoi ? Parce qu'elle a toujours été dessinée. Rappelons qu'on est sur un paysage composé où les jardins, les squares, les parcs ont un sens et que la répartition du végétal et du minéral fait Paris et est complètement intrinsèque à Paris. Je crois que c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Alors, moi, je ne suis pas contre l'agriculture urbaine sur les toits. Je pense qu'il y a des lieux où c'est possible. Je pense qu'ici, c'est tout à fait possible et tout à fait probant. Mais je pense qu'il faut s'interroger à cette, je dirais, cet agrandissement, cette homogénéisation, cette uniformisation d'une pratique végétale autre qui modifiera substantiellement la perception qu'on peut avoir de Paris. Si on parle maintenant de projets plus élargis, c'est-à-dire réinventer Paris. Alors réinventer Paris, vous l'avez tous lu, c'est ce fameux premier appel à projets innovants, extrêmement intéressant, auquel on a évidemment participé. C'est 22 ou 23 premiers projets, avec ici des innovations qui sont celles de l'intégration d'algues à travers, donc pris en sandwich sur des panneaux vitrés. C'est le projet que vous avez en haut à gauche avec cette image verte dont les architectes ont convenu que ce serait sans doute moins vert que cela et dont les algues vont être utilisées pour la science médicale. C'est un projet très intéressant, je n'ai pas le temps de développer, mais c'est dans le 13e arrondissement et je vous invite à regarder ces projets Réinventer Paris, notamment celui du 13e. Ce sont ce qu'on a appelé entre nous, c'est pas très gentil, la tour de Babel à droite qui nous interroge beaucoup, cette tour annoncée en bois, qui finalement ne le sera pas, en tout cas pas en totalité, le noyau sera en béton. Est-ce que ça participe de Paris? Est-ce qu'on est encore dans une logique parisienne? Est-ce qu'on est dans une logique métropolitaine? On est ici aux limites du 13e. C'est des vraies questions sur l'appréhension, encore une fois, du paysage parisien ou francilien. D'ailleurs, je ne suis pas certain qu'il y a
déjà un paysage métropolitain. Je pense qu'il est en devenir et je pense qu'il y a encore un travail à faire, car si certes le paysage parisien est composé, le paysage métropolitain m'interroge encore. Et cet exemple de la photo en bas, avec la surélévation d'une ancienne usine d'électricité. Vous savez, ces relais d'électricité par arrondissement qui sont d'une architecture extraordinaire en pierre ou briques et métal, magnifique, qui est un des projets de Réinventer Paris dans le 11e, qui devient un cinéma, avec une surélévation qui interroge, puisque on est sur une autre question ici. C'est un immeuble qui est PVP, donc protégé Ville de Paris, protection Ville de Paris. Ce sont en général les immeubles qu'on a protégés au PLU et qui portent un nom particulier à Paris, PVP, et sur lesquels les surélévations restent une question, mais je ne m'appesantirai pas sur ce sujet vaste. Alors, revenons à ce paysage parisien d'aujourd'hui qu'on connaît, qu'on a assimilé, dont on sait assez rapidement qu'on y est, et le paysage qu'on nous annonce demain avec le Grand Paris. Vous voyez que la défense est ici un petit peu augmentée, avec des tours qui effectivement vont modifier le skyline, c'est sans doute l'air du temps d'aller au-delà et de continuer l'histoire. Questions qui peuvent se poser, c'est des rapports d'échelle, c'est effectivement la place de cet axe. On a l'Arc de Triomphe dans le dos ici, pour regarder dans cet axe voulu par Spreckelsen sur une centralité donnée à cette défense, ce pôle qui interroge sur la place des tours dans Paris, à l'heure où on installe des tours au niveau du périphérique. Ça, c'est assez intéressant de voir que les 3 tours actuelles qui sont validées, c'est-à-dire aujourd'hui la tour Triangle qui finalement est validée, le palais de justice qui ne vous aura pas échappé à un impact fort dans le paysage, et les tours du Haut de Jean Nouvel qu'on attend bientôt aux limites du 13e, tout ça formant d'ailleurs un triangle, et aux limites de Paris, certes, mais dans la métropole de demain. Et nos collègues métropolitains des départements voisins que je suis amené à rencontrer dans mon rôle de préfigurateur du service métropolitain du Grand Paris, nous interrogent sur ce marquage du territoire parisien qui, si demain se voit modifié par la suppression partielle ou en tout, je ne sais pas, du périphérique, continuera d'être marqué par un acte qui est celui effectivement d'une figure géométrique forte, dont les sommets seront des tours. Alors, je voulais vous faire un peu réagir. Ça, c'est ce qu'on nous annonce pour entre 2030 et 2050. Ça, c'est issu du Grand Paris Développement, le magazine du Grand Paris, qui existe depuis plusieurs mois, voire même un peu plus d'ailleurs. Et voilà ce qu'on nous annonce demain pour Paris. Alors évidemment, moi, ça me fait hérisser les poils et sursauter, mais je pense je suis pas le seul, parce que je ne vois pas de sens. Je ne vois pas de sens à ces images un peu gratuites. Alors vous me direz, bon, c'est du gratuit, c'est lu dans les magazines, mais vous allez comprendre que la vigilance est de mise. Donc ça, c'est la couverture. C'était donc le magazine Grand Paris Développement de l'automne dernier. Vous voyez sur la couverture, pour ceux qui ne l'auraient pas encore reconnu, la rue de Rivoli, donc la rue de Rivoli avec les Tuileries à gauche, propice évidemment aux éoliennes, et puis ces surélévations sur ces immeubles haussmanniens qui en transforment un peu la chose. Alors quand j'interroge les acteurs du Grand Paris, à commencer par le préfet, aujourd'hui directeur général des services, Thomas de Gauss, ils me disent non, mais ça c'est un peu de la provocation. En attendant, c'est quand même ce qui est véhiculé. Puis quand on regarde le Paris en 2050 sur la gauche, on voit effectivement des choses qui interrogent. Je ne porte pas de jugement, d'ailleurs je ne suis pas à même de le faire, mais personnellement, c'est quelque chose qui interroge. Alors, vous allez me dire, tout ça, c'est de la science-fiction. Alors, on va aller juste regarder un tout petit peu chez nos collègues, et je me dépêche, londoniens. Eh bien, à Londres, vous voyez, le paysage londonien, c'est déjà celui-là. C'est celui de la surélévation, c'est celui du dialogue, ou pas, de plusieurs architectures. C'est celui au détour d'un axe de rue où on se retrouve avec une tour,
voilà, dont l'écriture architecturale est quelque peu différente. C'est la question qui était posée hier matin avec la réécriture de la tour Montparnasse, donc c'est un vrai sujet. Et les 7 projets que nous avons vus hier matin interrogent. Je ne peux pas en dire plus, mais je vous assure qu'ils interrogent. C'est aussi celui, pour revenir à l'espace public, des infrastructures qui, à mon sens, ici, au niveau de l'échelle de la structure, vous voyez, par rapport à un étage assez classique, peut interroger sur le dialogue qu'on peut avoir sur des écritures de structure. Et je ne sais pas si vous voyez bien l'écran, mais j'ai mis un trait rouge. Et ça, en dessous du trait rouge, c'est le Londres d'il y a 15 ans. Au-dessus, c'est le Londres d'aujourd'hui. Enfin, c'était il y a quelques mois. Voilà. C'est une interrogation que je fais sur les bords de la Tamise, en interrogeant sur les bords de la Seine demain. Alors on va prendre un exemple, un petit exemple, pour revenir à un vrai sujet. Vous allez voir que je ne me disperse pas et je n'anticipe pas trop. La petite chapelle Notre-Dame de la Compassion. Alors c'est une petite chapelle qui a une histoire assez incroyable, qui a été déplacée en 1974 au moment de la création du Palais des Congrès et non du périphérique comme on me l'annonçait. Et qui avait été construite pour rendre hommage au fils du roi Louis-Philippe, mort accidentellement dans un accident de voiture à cheval totalement idiot en 1842, et auquel on va créer cette petite chapelle. Alors cette petite chapelle, eh bien, se retrouve à la limite du périphérique. C'est-à-dire que là, on est sur un usage, c'est-à-dire qu'il faut avoir envie d'y aller. Hein. Alors c'est une paroisse depuis 1993, puisque le diocèse en a fait une paroisse, donc vous avez des gens qui vont à la messe le dimanche matin. Alors c'est peut-être le samedi soir, je ne sais pas, parce que je ne pratique pas dans cet arrondissement-là, mais il faut le vouloir. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un îlot isolé, et c'est un îlot qui sera encore plus isolé demain, puisqu'il se retrouve, cette petite chapelle se retrouve entre 2 grands projets, le projet Ternevilliers et le projet 1000 arbres. Alors ça s'appelle aussi la ville multistrate. Vous voyez, ce projet que vous avez juste derrière la chapelle s'appelle la ville multistrate. Alors, rupture d'échelle, je ne vous fais pas de dessin, vous avez tous compris, ça interroge au niveau de la promiscuité, du dialogue, etc. Là, on est vraiment sur du traitement d'abord du traitement de l'espace public, puisqu'on va construire là où ce n'était pas construit, et là où on va pouvoir demain construire, avec le PLU d'aujourd'hui. Ça interroge sur l'écriture, ça interroge sur l'échelle, ça interroge évidemment sur cette chapelle dont j'ai oublié de dire qu'elle était évidemment classée monument historique, sans doute pour la sauver, je crois que sinon elle ne serait plus là. Rappelons qu'elle a été remontée, je vous l'ai peut-être dit, pierre par pierre, hein, en 1900... je sais plus. 1924. Et que si on a ce projet-là, on a aussi ce projet-là en face. Alors, ce projet-là, en face, il nous a interrogés. Je ne rentrerai pas dans le détail, mais c'est un vrai sujet. Ça s'appelle 1000 arbres, hein, Pershing 1000 arbres, qui nous interroge, nous, en tant qu'architectes urbanistes de l'État, sur lesquels nous ne sommes pas convaincus, je vais le dire très clairement. Voilà, donc c'est un projet avec beaucoup d'usages, qui est une sorte de... moi j'ose dire un paquebot ou un bateau, sur lequel on va retrouver 1000 arbres et des maisons individuelles. C'est-à-dire que vous allez habiter dans une maison individuelle sur le périphérique. Alors là, on peut s'interroger sur plusieurs choses. D'abord, le lien, effectivement, extramuros, intramuros, c'est-à-dire qu'on est sur un bâtiment qui va faire lien en sortant de la ville. On est sur le périphérique, donc on franchit la barrière, et on a un usage d'habitation au-dessus. C'est la porte d'entrée au passage de l'échelle parisienne à l'échelle métropolitaine. Et pour finir rapidement, je ne vais pas être trop long, ça nous interroge, puisqu'on va prendre une dimension beaucoup plus grande maintenant, sur le patrimoine et les paysages, à l'heure où on réfléchit, on constitue le SCOT, le schéma de cohérence territoriale, où on réfléchit sur ce fameux paysage métropolitain, comment on dialogue sur des espaces qui sont très protégés et qui sont aussi protégés en dehors de Paris. Vous voyez que dans le 92, on a beaucoup de sites inscrits, on a beaucoup de monuments, de sols de monuments historiques classés ou inscrits, classés en l'occurrence. Les grandes taches rouges, c'est notamment sur votre gauche, tout à fait à gauche, Versailles, hein, cette grande partie classée, où effectivement la dimension patrimoniale est à prendre en considération dans ce développement. C'est une interrogation sur les nouvelles centralités.
cette ville de Paris qui va sortir de Paris en créant des centralités de métropole, c'est-à-dire que on aura certes toujours un centre parisien, mais on aura aussi d'autres centres qui vont se créer et un dialogue multipolaire, de multipolarité, avec une synergie entre les quartiers anciens et des nouveaux quartiers. Et donc, c'est vraiment une interrogation sur y aura-t-il une image à travers le domaine public, le mobilier urbain, et une écriture d'architecture, puisqu'on a vu qu'effectivement, on était sur tout à fait autre chose. Donc, ce sont des vraies questions. La vraie question aussi du recyclage et de l'énergie sur des liens que peuvent entretenir les tissus urbains et l'énergie. Ça se traduit par des isolations thermiques extérieures avec des lois que vous connaissez comme moi qui rendent les choses possibles. C'est des vraies questions pour les ABF, mais pas que, avec toutes les installations de modification des toitures qui ont aussi un impact fort dans le paysage. Et puis des projets en cours sur des voies majeures, ces fameuses routes nationales qui sont devenues départementales, les fameuses voies d'entrée dans Paris qui vont être requalifiées. Donc là aussi, une modification forte de ces axes pour entrer dans Paris. Donc on est accompagné jusqu'au centre de Paris. Donc il y a tout un accompagnement avec une articulation de projets et d'acteurs. Et pour finir, les questions sur la trame verte et bleue, avec des maillages fragiles, pas le temps de développer non plus, et puis toute la question sur effectivement les berges de Seine. Et un mot pour finir sur les places, le fameux projet des 7 places parisiennes sur lesquelles nous nous interrogeons à la fois sur des questions de maîtrise d'œuvre, de maîtrise d'ouvrage. Si la place de la République a été bien menée par un maître d'œuvre défini, affiché et dont on connaît les talents, la question que nous nous posons, c'est effectivement 7 places pour le prix d'une, parce que là aussi, on nous annonce un budget quasiment identique à la seule place de la République. Ça signifie qu'on ne va pas faire de miracle non plus. Ça signifie aussi que lorsque Madame la maire, autorité délivrante, dit qu'elle ne souhaite plus de pavés dans Paris, forcément, en tant qu'architecte de l'État, ABF, on s'interroge sur cette notion du pavé dans la ville. Un pavé qui a son sens, qui a donné son sens au moment où, à la Révolution française, plutôt à la Révolution parisienne, devenue Révolution française, on a battu le pavé, ou en mai 68, on a envoyé le pavé, sur les CRS en général, et sous les pavés la plage. Il y a bien un sens à ce pavé parisien. S'il faut sauver le pavé parisien, nous serons là pour y participer. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Beaucoup de choses, je suis conscient que j'ai été un peu rapide sur un certain nombre de sujets, mais je voulais que vous ayez une vision un peu globale sur cet aménagement de l'espace public dont il nous amène à réfléchir indubitablement sur la notion de paysage public parisien et métropolitain aujourd'hui. Merci beaucoup.